Alors, merci donc d'être ici pour la présentation d'Ariel Frenette qui va nous parler, vous le savez, puisque vous êtes ici. Ariel est présentement, si je ne me trompe pas, en train de faire un post-doctorat sous la direction de Manon, mais plutôt, encore là, sous réserve, plutôt lié à Antiposti et non pas à Brigitte Bardot et ses phoques. Hein? Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, 30-35 minutes, je te ferai signe quand c'est 5 minutes. Merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi. Effectivement, oui, je suis stagiaire postdoctorale ici à l'UQAR depuis cet été. Mais ce que je présente aujourd'hui, c'est une partie des résultats de ma thèse de doctorat que j'ai terminée l'an passé. C'est pas juste sur les phoques et Brigitte Bardot, mais ça n'a pas marché. Ça allait bien. Ça allait bien. Est-ce que je peux pas sur le... Ah! OK. Toujours besoin d'aide un peu. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est une partie de mes résultats de doctorat. Ma thèse de doctorat portait sur les paysages, la manière de raconter les paysages et comment les récits qu'on se fait, les récits qu'on entend, qu'on réentend, des paysages de glace, là, dans ce cas-là, influencent notre manière de l'aménager ou notre manière d'agir, même l'opinion publique. En fait, notre manière de raconter le territoire influence beaucoup notre position et nos actions sur celui-ci. Et là, quand j'étais au Nunavik pour mes terrains de recherche de maîtrise, j'ai discuté avec un Inuk qui me racontait que ça le blessait beaucoup la manière dont on parlait de la chasse à la télévision ici dans le sud pour les Inuits, et surtout la chasse aux phoques, la chasse aux mammifères marins. Ça m'avait marqué. Pendant mon doctorat, j'ai commencé à réfléchir à la chasse aux phoques. Un petit peu dans cette optique-là, je me disais, c'est drôle, les débats sont tellement émotifs, tellement... les chasseurs de phoques, les mangeurs de loups marins sont tellement dépeints comme meurtriers qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Plus je cherchais, plus Brigitte Bardot revenait toujours sur le sujet, souvent à la blague, mais en même temps, il y avait quand même quelque chose là. J'ai mis un exemple ici d'un chef d'un restaurant à Kamouraska, pas loin d'ici, dans le Bas-Saint-Laurent, qui a mis sur son menu un burger de loup marin qui est appelé le phoque Bardot. Ça s'est su et il a reçu des menaces de mort à son restaurant. C'était quand même assez intense, là. Il y a eu des procédures judiciaires pour le protéger parce que ça touche une corde sensible. Et c'est impressionnant à quel point c'est sensible et c'est émotif. Donc, ma question, en fait, ça a été, pourquoi? Pourquoi on monte tant que ça? Pourquoi on va tant que ça dans nos émotions, dans le débat sur la chasse aux phoques, de part et d'autre? Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à Brigitte Bardot en utilisant l'approche que j'ai développée dans ma thèse, comme je disais, qui est basée sur le récit, qui va chercher de ce volet-là de ma thèse à déconstruire les récits dominants pour voir d'où ça vient, comment on peut les comprendre, à travers quelle thématique, quel discours, quel narratif. Et de l'autre côté, j'en parlerai plus tard, mais j'ai cherché les voix un peu plus marginalisées, comment ils circulent maintenant dans les médias. Avant d'aller plus loin, il faut quand même se mettre en contexte parce que l'expédition de Brigitte Bardot, c'était en 1977. C'était pas la même scène médiatique qu'actuellement. Donc, on parle, dans les années 70, de médias de masse. Il n'y avait pas de Facebook, mais les médias de masse, comme Radio-Canada, ont des journalistes qui vont choisir l'information qui vaut la peine d'être transmise. Et pour les organismes internationaux comme Greenpeace, parce qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, il y a un besoin finalement de performer ou de mettre en spectacle les messages qui désirent être entendus pour attirer l'attention des médias. Donc, la mise en spectacle de l'information, c'est quand même quelque chose qui est important. Et depuis les années 90, on voit beaucoup de célébrités qui investissent la sphère mondiale avec des causes, des campagnes pour montrer qu'ils ont des bonnes valeurs. On voit ici Paul McCartney
il reprend les images de Brigitte Bardot. Mais dans les années 70, ça n'arrivait pas encore. Les acteurs restaient des acteurs. Les célébrités, c'était des célébrités, mais ce n'était pas nécessairement des gens qui endossaient des causes. Et bon, j'ai aussi un petit historique des campagnes anti-chasse. À partir des années 50, il y a eu un questionnement environnemental sur la survie de l'espèce du phoque et sur la pratique de la chasse. Donc, les questions étaient posées, est-ce qu'on chasse trop, est-ce qu'on chasse mal? Il y a eu quand même un certain mouvement qui a été répondu assez rapidement par le Canada dans les années 60 ou pour ajuster les réglementations. Mais en 1964, il y a un documentaire qui est sorti sur la chasse aux phoques aux îles de la Madeleine par un Québécois, Serge Desglin, qui montrait vraiment un bébé phoque qui se faisait enlever la peau vivant. Bon, c'était des images qui étaient assez brutales, mais qui ont été démenties. Bon, il y a toute cette histoire-là sur ce documentaire-là. Aux îles de la Madeleine, on dit que Serge Desglin avait payé un chasseur pour faire ça, que le chasseur n'était pas vraiment d'accord, mais qu'il l'a fait. Mais c'est quand même, que ça soit vrai ou pas, c'est un film qui a beaucoup marqué l'imaginaire, qui a été diffusé en Europe à partir de l'Allemagne, parce que le caméraman était allemand. Et c'est ce film-là que Brigitte Bardot a vu, juste pour mettre ça en contexte. À partir, c'est ça. Donc, à partir des années 70, c'est le film qui va être beaucoup diffusé sur la scène mondiale et qui marque les esprits. Mais dans ce temps-là, les médias étaient plus ou moins intéressés par l'anti-chasse aux phoques, du moins au Canada, parce que les réglementations avaient déjà été modifiées. C'est déjà mis à jour par le gouvernement. Quand Greenpeace est fondé au milieu des années 70, ce joint mouvement, il y a un changement dans le message qui dit, ben nous, on ne s'oppose plus au côté environnemental, au côté pratique de la chasse, mais vraiment à toute la chasse aux phoques. Toute la chasse aux phoques est toujours meurtrière. Donc, c'est ça le nouveau message. Il va y avoir deux grandes campagnes, en 76 et en 77. En 77, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui vont vraiment porter fruit parce qu'en 83, à l'Union européenne, il y a un ban qui est voté contre les produits du goût marin. Donc, il n'y a plus d'importation, ou à peu près plus, là, sauf quelques exceptions. Et bon, j'aurais dû mettre 84, là. En 86, le rapport est sorti, mais en 84, il y a une commission royale d'enquête au Canada qui va être mise en place pour se questionner sur la chasse, sur l'acceptabilité sociale surtout. Et bon, comment on fait pour, un, pour répondre au message, et deux, pour adapter nos pratiques. Et quand je disais 76-77, la première expédition de Greenpeace, est allée à Saint-Anthony, ici, à Terre-Neuve. En arrivant, ils ont été accueillis par des chasseurs de Terre-Neuve, des Terre-Neuviens, qui étaient vraiment pas contents que Greenpeace arrive dans leur village. Ça a brassé. C'était, en 76, le message de Greenpeace, c'était « on s'en va au front ». Il y avait toute une thématique militaire qui arrivait là avec un esprit très guerre. Et ça a été effectivement un peu la guerre, avec des batailles. Et on voit, l'idée de Greenpeace, c'était d'aller à Belle-Île, au large de Terre-Neuve et du Labrador, où ils ont installé un campement et allaient bloquer directement les chasseurs pour protéger les blanchons, soit avec la peinture, soit avec leur corps. Mais ça a été quand même assez violent comme campagne. Puis ce qui est intéressant avec la violence, c'est que ça se répond par la violence. Mais en 76, il y avait une femme dans l'expédition, une seule, qui est sortie de la voiture à un moment, et les chasseurs terre-neuviens, ben, en voyant cette femme-là, on dit « Oh, OK, on faut se calmer, parce que là, c'était plus la même bataille tout à coup. » Les fondateurs de Greenpeace ont vu ça, on dit « OK, il y a quelque chose là. Il y a un élément où la violence se répond par la violence, mais il y aurait une autre manière d'apporter le message pour le faire mieux passer. » Et c'est là que l'idée est venue d'inviter Brigitte Bardot, qui avait déjà annoncé publiquement qu'elle voulait se dédier à la cause de la protection des animaux. Pour ne pas répéter la violence de 76, ils sont allés à Blanc-Sablon, au Québec, pour une
une conférence de presse et sont partis en hélicoptère pour aller visiter le campement de Greenpeace à Belle-Île. C'est là qu'on commence. Et en regardant le récit de Bardot, il en est ressorti deux thématiques principales quand on pense au récit dominant du paysage. La première, c'est l'héroïsme polaire et la deuxième, c'est la maternité. On va les voir une après l'autre. Comme je disais, c'est ça. Dans ma tête, je m'intéressais aux paysages de banquise, puis à comment ils ont été construits dans un historique impérial, dans le colonialisme. Et un personnage qui est récurrent dans les paysages de l'Arctique, c'est celui de l'explorateur polaire. Parce que le public des empires, si on pense au 18e siècle, a connu la banquise par les récits d'explorateurs. Et décrivait le paysage comme, bon, les endroits qui sont lointains, donc loin du domestique, de la maison, libre de civilisation, où les personnes qui étaient là faisaient pratiquement partie de la nature, et des endroits qui sont très dangereux, où une personne, un explorateur qui y va, peut performer son héroïsme, finalement. Quand on arrive sur la banquise, on est vulnérable face aux éléments, si on peut dire. Et c'est un imaginaire d'endroit à conquérir qui est fortement masculin. À l'époque victorienne, en plus. Les rôles genrés étaient stricts. Et là, j'étudie ça, moi, dans le contexte de l'Arctique, mais c'est aussi vrai au cœur de l'Afrique, en Inde, et on pourrait dire aussi en Australie, à la même époque. Ce que la recherche dit sur l'explorateur polaire, c'est que c'est un personnage, finalement, qui est récurrent. Il y en a eu plusieurs, mais ils ont toutes certaines caractéristiques. Ils vont représenter leur nation. Ils sont très civilisés, très gentlemen, courageux, bon, toujours avec une solution créative, souvent technologique, face aux aléas du territoire. Et l'endurance physique, endurance mentale face aux obstacles est très présente. Et ça, quand on regarde ça, ce portrait-là, c'est aussi ce qui a construit la masculinité normative qu'on voit encore aujourd'hui. C'est encore un idéal masculin qui vient de l'impérialisme, mais qui s'est construit, entre autres, en relation avec les territoires. Et là, ben, je parlais de Brigitte Bardot. La question se pose si les femmes exploratrices, ben, ça se peut-tu? Si la normativité masculine définit l'exploration polaire. Ben oui, en fait, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on observe des femmes qui vont, avec leur mari au départ, ou dans le contexte spécifique, aller dans les territoires jusque-là réservés aux explorateurs, comme dans le centre de l'Afrique. Mais ils vont toujours endosser un rôle très donneuse de soins, très, très féminin. On a un exemple ici d'une médecin qui a été c'est une étude sur un reportage dans National Geographic. Et la médecin, dans le reportage, est toujours montrée en train de donner des soins, jamais en train de faire des actes scientifiques ou médicaux, mais toujours en train de réconforter des enfants, de soigner des blessures. Donc, ce qui est véhiculé vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'image d'une femme blanche très, très domestique, très maman globale, finalement. C'est la maman de tout le monde. On va y revenir à ça, à la maman globale. Mais finalement, la place de l'expédition féminine est très, très genrée. Jane Goodall, par exemple, dans les années 70. Et ça, ben, Brigitte Bardot en est quand même consciente parce que en 77, Greenpeace, c'était un monde d'hommes. Il y avait pratiquement juste des hommes. En arrivant à Blanc-Sablon, il y avait les chasseurs qui étaient là, qu'elle a rencontrés, des journalistes qui étaient pratiquement juste des hommes, je pense. Je pense que c'était juste comme ça. Et les activistes qui étaient avec elle, c'était aussi juste des hommes. Donc, elle dit, je suis la seule femme à bord, je serai la seule femme, mais j'essaye d'être un homme. J'essaie de prendre les qualités de l'homme. Quand je disais qu'un des principaux obstacles de l'explorateur, c'est le territoire, ben, dans le récit qui est fait de l'expédition, il y a au moins 2 gros blizzards, un presque
bon, un presque accident d'hélicoptère où tout le monde est persuadé de mourir. Ici, c'est sur une bande dessinée violente. Je l'ai amené. Mais le récit est très, très, très empreint d'aventure. Puis on le voit ici, bon, on voit la représentation du paysage comme tout blanc, très inhospitalier. Et c'est l'idée que Bardot a risqué sa vie en allant là, qui prend beaucoup de place. Dans les descriptions qu'on voit, bon, j'ai l'impression d'arriver sur la Lune, il fait glacial, le vent souffle, on a besoin de ravitaillement par un snowcar. Bon, ça demande, tout me demande un effort considérable, donc le paysage est vraiment un acteur important dans le récit. Je rappelle que l'expédition en tout a duré moins d'une semaine et les déplacements étaient en hélicoptère. Donc, c'est sûr que sans enlever, je pense, à l'aventure qui a été vécue, c'est sûr qu'il y a un certain romantisme dans la description. Mais je doute pas que je pense que c'était vraiment une grosse aventure. On en arrive au deuxième volet des résultats, qui est le maternalisme. Ça, bon, c'est mon préféré. J'aime bien l'exploration polaire, mais quand même, le maternalisme est intéressant parce que c'est là qu'on voit le tournant émotif dans le bébé. Si je reviens à l'imaginaire impérial, bon, je parlais de rôle traditionnel de donneuse de soins pour les femmes, mais les femmes blanches, les femmes de l'Empire, étaient décrites comme pures, puis on le voit avec les femmes, les mères de famille dans les colonies, c'était un peu ça, c'était des femmes pures qui détenaient la clé pour la reproduction de la race blanche et qui devaient, bon, se marier, qui devaient donner des soins, devenir religieuses, mais il n'y avait pas beaucoup d'options possibles en dehors d'un certain aura très religieux, finalement, autour de la mère de famille. Et on parle, bon, de mère impériale, qui, si on considère l'espace domestique comme un endroit sous l'égide de la civilisation des femmes blanches, ben, on peut reporter ça à l'Empire. Et ça a été une manière, entre autres, des femmes anglaises d'aller chercher plus de pouvoir politique à l'Empire. De dire, ben nous, on est capable d'aider dans les colonies parce que on a une certaine autorité morale, une certaine supériorité. C'est quand même quelque chose qu'on voit encore parce que, bon, j'ai mis une image de Diana ici, de Angelina Jolie. L'adoption internationale, l'aide humanitaire à l'international, on voit souvent des femmes blanches qui sont investies de ce rôle maternel et global-là. Donc, il y a une certaine acceptation de ce récit-là, dans l'opinion publique. Là où ça devient intéressant, dans le cas de Brigitte Bardot, j'ai amené le Paris Match. L'image qu'on voit à droite, c'est une page. En début de reportage sur son expédition, il y a un contraste qui est assez évident entre l'image d'amour maternel qu'on peut lire dans l'image en haut et on peut imaginer facilement quand on regarde vite que c'est le même phoque, le même Blanchon qui est en train d'être chassé sur l'image d'en dessous. Donc, ça a marqué quand même les esprits. Là, les images sont en noir et blanc, mais quand en plus, c'est des images en couleur avec le sang sur la banquise, il y avait vraiment place là à ouvrir le débat émotif. Et dans le récit que Brigitte Bardot en fait, bon, elle parle de bercer son phoque comme le petit Blanchon comme un enfant, de ressentir de l'amour. Et c'est ça. Donc, après 1977, c'est là que les Blanchons sont présentés comme des bébés, puis presque comme des bébés humains qu'il faut protéger. Et ça a ouvert aussi toute une nouvelle clientèle pour les groupes comme Greenpeace, où là, ben, on va rechercher des femmes de la classe moyenne qui désirent donner des dons. On va y revenir à ça aux dons, mais qui désirent s'investir pour protéger les bébés qui se font massacrer au Canada. Et c'est à partir de là aussi qu'on peut plus répondre non plus, parce que du point de vue d'un chasseur ou d'un consommateur de loup-marin. Tiens, c'est là l'autre. Excusez-moi, là, si on peut couper le micro. Ça vient d'être. Ah oui, c'est correct. Donc, c'est ça, toute réponse pragmatique qui vient du gouvernement, par exemple, ou qui vient des associations de chasseurs, qui disent oui, mais le phoque est pas en danger.
Il y en a beaucoup. On fait ça de manière soutenable. Ben, la réponse pragmatique ne peut pas du tout entrer en dialogue avec l'accusation meurtrière, finalement, de bébé. Et ça va encore plus loin parce que l'année après son expédition, Brigitte Bardot, publie un livre pour enfants. Je l'ai ici en version de copier. Qui présente non seulement le bébé, le Blanchon comme un bébé, mais la mère phoque comme en deuil de son bébé. Donc, on dit, papa, maman phoque sont très fiers, très heureux. Nous, Noah, le petit phoque, est aussi précieux qu'un bébé pour un papa homme, une maman femme. Et là, elle décrit la chasse, les hommes arrivent, ils traquent les phoques, massacrent les bébés sous les yeux horrifiés de leurs parents. Les mères se précipitent vers leurs enfants écorchés. Ça continue en disant que les mères pleurent pendant des jours leur bébé décédé. C'est vraiment frappant. C'est destiné à des enfants. Mais ça renforce encore plus, non seulement nous, on aime les bébés phoques comme des bébés, mais les bébés phoques sont des bébés pour leur maman. Donc, ça crée, ça vient refermer le débat complètement. Je parlais des dons tantôt. Une fois qu'on a regardé ces résultats-là, ben, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, c'est sûr que pour des organismes internationaux comme Greenpeace, et ça a été reconnu dès 1978 par le cofondateur de Greenpeace, Paul Watson, plus une image est facile à exploiter, comme le bébé phoque, plus ça engendre du profit pour les organismes. On est dans un contexte capitaliste. Pour financer leurs activités, l'opposition à la chasse aux phoques était une cause qui valait la peine économiquement de garder en vie parce qu'on peut vendre des produits dérivés, il peut y avoir des campagnes de recrutement, des campagnes de dons qui sont particulièrement lucratives parce que le bébé phoque va être avant. Et je parlais de diversification de la clientèle. Tout à coup, en parlant de bébés, en parlant de meurtre de bébés, on va intéresser une nouvelle classe de la population qui est les mères de famille de la classe moyenne, qui, elles, ont de l'argent à donner, qui étaient aussi une clientèle cible de beaucoup de campagnes, là, surtout dans les années 90, genre UNICEF. Mais tout à coup, c'est ça, ces femmes-là devenaient une clientèle intéressante sur la scène internationale. Et donc, ça permet de financer les activités de l'organisme. Et qui n'a pas déjà eu un petit bébé Blanchon en toutou? Je pense qu'il y en a eu des distributions partout, ça ne connaît pas. Il y en avait sur... j'ai parlé avec un chercheur qui, lui, avait commencé à récolter des objets sur lesquels on voyait des Blanchons, sur des bouteilles de savon, sur de l'eau de Javel, des vêtements, des cahiers. À une certaine époque, il y avait des Blanchons partout. Et ma thèse était en géographie autochtone, en grande partie. Je me suis intéressée à cette étude de cas-là, surtout du point de vue des Inuits. Pour les Inuits, je le disais en introduction, il y a eu un bouleversement vraiment important au moment de la chute du prix des fourrures, qui a été aussi important pour des chasseurs aux îles de la Madeleine, à Terre-Neuve. Mais pour les Inuits, ça se cumule avec ceux du colonialisme, et ce n'était pas une chasse commerciale, mais ça a quand même été affecté par l'effondrement du marché mondial. Et alors que les groupes de chasseurs canadiens se sont regroupés, le gouvernement canadien a pris parole, la réponse des Inuits a été très invisible jusqu'à très récemment. Là, on va le voir, mais était complètement exclu du débat, alors que dans Nunaha, le petit peuple blanc, par exemple, l'univers des Inuits était quand même montré, quand même reproduit, mais il n'y avait pas de dialogue possible. Les effets de la chute du prix des fourrures se sont combinés avec ceux du colonialisme. Il y avait déjà eu un changement important dans le mode de vie. Là, en plus, tout à coup, il n'y avait plus de revenus ou à peu près plus. Il y a eu des grandes famines dans le nord, des épidémies. C'était vraiment pas drôle. Et récemment, on parle d'une exclusion pour la chasse de subsistance, mais quand même, pour les communautés inuites, avoir un revenu d'un marché des fourrures,
c'est pas juste une chasse de subsistance, c'est aussi l'accès à un marché économique mondial, l'accès à vendre des produits dérivés comme des manteaux, par exemple, qui tout à coup étaient plus possibles, puis les pratiquement pas encore aujourd'hui. Ou c'est très niché. Et bon, ce qu'on voit récemment, qui est intéressant, c'est la résistance, surtout des Inuits qui s'organisent. Donc, depuis le début des années 2000, et ça, c'est attribuable beaucoup aux médias numériques. On parlait des médias de masse plus tôt, mais en 2009, à l'Union européenne, était voté le renouvellement du ban des produits du goût marin et il y a eu des manifestations organisées par des groupes Inuits qui allaient là pour convaincre je sais pas si c'est des diplomates à l'Union européenne, mais bon, les représentants. Des élus. Des élus. Ah, oui, ok, bon, les députés de l'Union européenne. J'avais mais il y a un film qui est sorti, bon, je suis sur une étape, là, mais dans le film qui est sorti, on voit vraiment tous les députés qui ont un petit toutou de phoque dans les mains, puis qui sortent de l'ascenseur, puis oui, écoutez-nous, on est des Inuits, la chasse aux phoques, ils ne sont pas en danger, c'est une bonne chasse, mais ils sont tous avec leur petit toutou dans la main, il y a des belles images de bébés phoques partout. Quand on dit que le dialogue est plus ou moins possible, ben, ça en est un exemple aussi. En 2014, aux Oscars, ceux qui se souviendront du selfie le plus célèbre au monde à cette époque-là, Ellen DeGeneres, qui a pris ce selfie, a annoncé que tous les profits iraient à un organisme là, qui milite contre la chasse aux phoques. Et en réponse à ça, il y a une jeune youtubeuse, Inou, qui a lancé l'idée de produire des selfies, qui sont des selfies avec un phoque, pour montrer qu'il y a du bonheur, puis il y a du culturellement responsable et que c'est éthique de chasser les phoques. Ça a vraiment été un gros mouvement. Tellement qu'en juin 2014, juste quelques mois plus tard, Greenpeace a émis des excuses officielles aux Inuits pour le tort qui a été causé par les campagnes anti-chasse aux phoques. Et ça a permis, vraiment d'amener de la visibilité à un côté du débat qu'on n'avait pas vraiment entendu. J'avais une petite animation que j'ai oubliée, mais c'est des voix de femmes. La jeune Inuk qui a proposé l'idée, c'est une femme. Et en 2016, le documentaire dont j'ai parlé, Angry Inuk, a été diffusé et quand même assez diffusé mondialement, entre autres à Cannes en France, qui lui est du point de vue de deux femmes, deux mères de famille qui racontent que la chasse aux phoques, c'est important et qu'il y a en fait, qui raconte le bouleversement qui a été amené par les campagnes anti-chasse. Donc, tout ça ensemble, finalement, c'est surtout Angry Inuk et le CIPRI. On parle d'une réponse émotive d'un point de vue féminin et d'un point de vue maternel à un débat émotif. Donc, c'est une des premières fois que la réponse se rendait vraiment de ce que j'ai dit de mon point de vue. Et bon, je voulais terminer en disant que l'exposition sur les médias numériques, c'est quand même pas sans risque parce que Tania Tagaq, qui est une chanteuse du Nunavut, a participé au mouvement Selfie en mettant une photo de son bébé à côté d'un phoque. Et comme je pense que c'était déjà un petit peu connu, il y a eu une réponse extrêmement violente à sa photo. Des activistes de PETA qui l'ont harcelé sur les réseaux sociaux, mais à un certain moment, il y avait même une photo de son bébé. Je n'avais pas le terme en français, mais qui avait plus de peau, écorché. C'est ça. Donc, son bébé était écorché à côté du phoque. Puis ça montre la violence. En fait, il y a la violence de la chasse aux phoques qui a été discutée dans les campagnes anti-chasse aux phoques, mais la violence de la réaction est quand même assez intense. Puis de là à dire, bon, on peut écorcher un enfant humain parce que est-ce que c'est que ça vaut la peine, ça vaut la même chose qu'un bébé phoque? Ça reste à voir, mais quand même, ça montre l'émotivité qui est toujours présente. Et que la réponse n'est pas toujours évidente. En conclusion, on est au GRIDEC. Et je me suis demandé comment ce genre d'études-là peut informer le développement régional québécois, les études sur le développement régional québécois. Déjà,
d'analyser les récits, d'analyser comment les débats se construisent, sur quoi ils se basent, puis comment le paysage est compris autant par les résidents que par les décideurs. Selon moi, c'est très important parce qu'on peut démystifier l'opinion publique, on peut mieux répondre aux débats, surtout dans un contexte maintenant où il y a des médias numériques, il y a des mouvements sociaux qui, tout à coup, partent en vrille vraiment rapidement. Mais des fois, c'est difficile de savoir d'où ça vient. Donc, d'analyser les récits, d'analyser les mouvements et de bien comprendre comment les différentes opinions, les différents messages circulent sur les réseaux, surtout les nouveaux réseaux numériques. Je pense que ça a vraiment sa place dans la recherche en aménagement, en développement de territoire. Et ça serait important dans les débats de société. Pas juste sur la chasse. Et voilà. Et surtout, tout est polarisé. Merci. Merci.